Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco! Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 136 de C'est qui en pôle. Au programme cette semaine, des chutes, des courses sous la pluie et un pilote Yamaha revenu d'entre les morts. On se retrouve sur le circuit de Termas de Rio Hondo en Argentine. Pour m'accompagner cette semaine, 2 personnes. La première, c'est bien évidemment Cyril. Comment tu vas, Cyril ? Bah, ça va bien et toi ? Ça va, ça pourrait pas aller mieux avec la course qu'on a vécue hier. Oui, c'est vrai. Et pour nous accompagner ce soir, non pas quelqu'un habitué du podcast chez nous, mais celui qu'on appelle le doc. Et non, c'est pas Valentino Rossi malheureusement, mais bien le statisticien officiel de la Dorna et coutumier des débriefs français, Thomas Morcellino. Comment ça va, Thomas ? Bah écoute, ça va, merci de m'inviter, j'espère que vous allez bien aussi. Ça va, merci, c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir aussi partagé. On commence le podcast avec le classique jeu concours du week-end et c'est Jimmy qui remporte les goodies de C'est qui en pôle. Donc vous pouvez retrouver le jeu concours tous les week-ends de course sur Twitter afin de trouver qui sera en pôle pour gagner des petits cadeaux. Ah, fut un temps, il y a eu des stickers off-bike à gagner. C'est vrai, bah, j'en ai encore plein si tu veux. File, on n'en voyait pas. C'est collector. Je crois que j'en ai un qui doit être aussi gros qu'une feuille A4. Celui-là, je l'ai pas encore envoyé. Faut trouver qui est-ce qui aurait envie d'un stickers A4 de off-bike quand même. Off-bike, non, ça dépend s'il est dédicacé. Non, même pas. Non, même pas. Bon, tout de suite, on passe aux news, les garçons. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose puisqu'on était en back-to-back entre Portimao et l'Argentine, donc c'était assez court. On note tout de même l'absence de Lorenzo Felon en Moto 3 suite à sa blessure de l'épaule. C'est André Amigno, le fameux de la VR46 qui le remplace après avoir traîné comme une âme en peine dans les paddocks à Portimao. Il a sauté sur l'occasion pour prendre le guidon et faire, vous le verrez, des résultats plutôt sympas ce week-end. Et côté MotoGP, news importante, on est un peu plus à jour sur le sujet. C'est la sanction de Marc Marquez suite à sa collision avec Oliveira au Portugal. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la situation de Marc Marquez et où ça en est ? Où ça en est ? Bah en fait, si on remonte un peu la série d'événements, en fait, donc Marquez a été pénalisé après son action sur Oliveira en course. Cette pénalité qui est sortie, le wording qui a été utilisé, c'était de dire qu'il serait pénalisé au prochain Grand Prix d'Argentine. Sauf que Marquez, blessé, a manqué le Grand Prix d'Argentine. Donc, en théorie, il ne devait pas faire cette pénalité. En tout cas, observer ces 2 longues laps. Sauf que 2 jours après, le collège de commissaires FIM MotoGP a changé cette pénalité, a fait un ajustement pour dire que ce serait à sa prochaine participation. Ce à quoi Marc Marquez et le team Repsol ont répondu, ont fait un appel à cette modification de sanction. Cet appel a été pas rejeté, mais renvoyé à la cour d'appel du MotoGP. Et maintenant, on attend un peu le verdict, quoi. Ça peut prendre, comme tu me le disais, Ophélie, ça peut prendre jusqu'à 4 semaines. Donc, pour l'instant, on est encore dans les temps, quoi. Voilà. Ouais, donc on aura peut-être l'info pour Austin et c'est même pas sûr au final. Non, c'est pas sûr, mais bon, après on peut imaginer qu'il le fasse. Je veux dire, après on peut, pour éviter justement de faire traîner cette affaire qui au bout du compte, c'est pas non plus dramatique, on va dire, quoi. Je veux dire, il faut qu'il fasse ces 2 longues laps, je pense qu'ils vont le faire en sorte que ce soit réglé rapidement, quoi. Ou s'il les fait pas, mais que ce soit réglé, quoi. En fait, qu'il y ait vraiment un verdict qui soit donné rapidement, quoi. Ouais, c'est clair. À part pointer du doigt l'erreur de la FIM, concrètement, on n'avance pas grand-chose, quoi. Non. Est-ce que tu penses que justement ça pourrait se terminer en coupe le poire en 2 parce que clairement il y a une erreur dans le premier communiqué à dire ok, on a fait une erreur mais il faut quand même sanctionner la faute qui a été faite et au lieu de faire un double long lap on s'arrête sur un simple long lap. Bon, on peut imaginer effectivement qu'ils trouvent un terrain d'entente, un compromis pour ça. Mais en tout cas c'est vrai que ça permet de mettre en exergue quelque chose,
Maintenant, ce sera quelque chose sur lequel ils seront plus rigoureux par la suite. Quand ils feront une pénalité, il faudra éviter de marquer spécifiquement le nom du Grand Prix où aura lieu cette pénalité. Ce sera à la prochaine participation et point barre. On l'a vu avec la pénalité de Garcia ce week-end. Hein. Ouais. J'ai envie de pousser le boucher un peu loin parce que en fait, ils ont été jusqu'à préciser donc le Michelin Grand Prix d'Argentine, mais sans préciser l'année. C'est sûr. Donc tu vois, si tu veux être con jusqu'au bout, tu peux toujours être con, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, faut trouver un bon compromis pour raisonner en intelligence. Voilà, après, parce que je sais pas ce qui va en sortir de ça, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être réglé très prochainement. Bon, en tout cas, on a hâte de voir Marc Marquez revenir et voir ce qu'il est capable de faire s'il se retrouve pas au tapis, quoi. Et donc, on va pouvoir passer tranquillement au récap des courses. Et donc, on va pouvoir commencer. Alors, on n'aura pas de débrief Moto-E cette semaine puisque, comme on le disait dans l'épisode précédent, la première course Moto-E aura lieu le 14 mai au Mans. Et donc, on va commencer avec le Moto3. Cyril, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé un peu? Alors, en Moto3, donc en Q1, c'est Ortola, Honshu, Rueda et Yamanaka qui passent en Q2. Et c'est une nouvelle pole pour Ayumi Sasaki. Donc, qui domine largement la Q2 devant Denis Honshu et Diogo Moreira. En deuxième ligne, on a Ortola, Mazia et Suzuki. Andrea Mignot partira 9e. Donc en course, on a une course qui va se dérouler donc sous la pluie, comme tu l'as dit. Ça part pour 18 tours, donc ils ont raccourci un petit peu la longueur du GP. Sasaki ne profite pas de la pole et sort large au T1. On a Honshu qui part en tête et se détache doucement de la meute, menée par Suzuki et Mazia. Mais le Turc va chuter au 3e tour. On a Almanza qui sort de nulle part, il sort de la 25e place sur la grille et remonte tout le monde jusqu'à la 2e place à l'entame du 4e tour. Son coéquipier, Artigas, lui emboîte le pas. Il est à 1 seconde et 4 dixièmes de Suzuki qui mène et ça va commencer à chicorer avec Sasaki et Mazia à la tête du groupe. Ce qui profite à Suzuki et Sasaki doit laisser une position suite à une manœuvre jugée limite par la direction de course. Il reprendra l'A2 très vite mais va chuter en sortie de courbe. Munoz, très fort dans le dernier tiers de course, se replace sur le podium alors que Mazia s'est détaché en 2e place et lui aussi va chuter et c'est Artigas qui hérite de la 2e place maudite de GP. Le chat noir continue puisqu'Artigas va chuter à son tour et Munoz également. Donc Almanza et Moreira sont à la lutte pour la 2 et Mignot se joint à eux pour le podium. Suzuki entame le dernier tour en tête avec quasiment 7 secondes d'avance, donc en gros c'est joué. Derrière ils sont maintenant 5, Almanza chute, Ricardo, Rossi quelques virages plus tard également et c'est Moreira qui prend la 2 et Mignot la 3, Ogden est 4, Olgado 5, Nepa 6, Toba 7 et Artigas 8. La chute d'Almanza est liée à un contact avec Ogden et il sera sous investigation. Il prend un double long lap qui est équivalent à une pénalité de 6 secondes. Il retombe donc à la 12e place de la course. Au championnat, on a Olgado en tête avec 38 points, Moreira 2e avec 36 et Suzuki 3e avec 27. Qu'est-ce que tu as pensé de la course, Ophélie? Mais je pense que la question qu'on se pose tous après cette course, c'est d'où sort Almanza? Qui est ce mec? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait là, quoi? C'était incroyable cette course, malgré le fait qu'il soit tombé à la fin et c'est vraiment dommage parce qu'il était bien parti. Nous, en tout cas, de notre côté, en regardant la course, on s'est dit, mais qu'est-ce que fait ce mec? D'où il sort? C'est un produit, on va dire espagnol, excusez-moi, qui vient du Junior GP. Il a roulé en Junior GP l'an dernier. Il a fait de l'ETC un petit peu auparavant et puis, voilà. Après, on sait que des pilotes espagnols comme ceux-là, ils peuvent être capables de tout comme de rien et là c'est ce qui s'est passé hier avec Almanza, quoi. Donc très belle course. Maintenant on verra s'il continue à remplacer Kelso pour Austin et voir s'il arrive à faire aussi de belles choses sur un circuit qui est quand même réputé comme difficile à Austin, quoi. Ouais, parce qu'en plus de ça, Kelso il s'est quand même fracturé la cheville, c'est pas une petite blessure, donc il a quand même le temps de faire ses preuves et de potentiellement dire au team coucou, je suis là, pensez à moi l'année prochaine, je peux être plutôt pas mal à la place de pilotes qui font rien, quoi. Exactement, parce que l'année dernière, il a quand même gagné une course en Junior GP, ça, donc voilà. Sachant que c'est quand même un championnat qui est ultra disputé, c'est vraiment pas mal. Mais c'est Rueda, il me semble, qui avait gagné en plus le Junior GP l'année dernière. Ouais. Donc c'est quand même un nid à petits prodiges, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Et il a pas l'âge Almanza pour cette année. Hein. Donc là, il fait des wildcards. Ouais, je sais pas pourquoi les wildcards sont autorisés, ça je sais pas, ça doit être un peu règlement. Ça m'a étonné, ouais. Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est un peu comme Farioli, en fait. Farioli aussi, il devait pas faire la course initiale
À Portimao à Portimao, parce que justement il a pas 18 ans, je crois qu'il a 18 ans aujourd'hui ou demain, et d'ailleurs, et en fait comme il a fait une course l'année dernière, et c'est pour ça en fait qu'Almensa a pu rouler, c'est qu'il a fait une course l'année dernière à Valence sauf erreur ou un truc comme ça, et du coup il a le droit de rouler cette année, simplement. Voilà. Ok. Et puis on peut quand même parler de celui qui est sur le podium, et celui, comme j'ai dit, qui traînait comme une âme en peine à Portimao, c'est quand même le podium de Mignot. Est-ce que Felon, derrière sa télé, est pas en train de se demander s'il va vraiment avoir la place de revenir? Alors la place, après c'est toujours la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a un remplaçant qui fait mieux, entre guillemets, mais quand tu fais des remplacements coup par coup, c'est un accord avec le team, avec le pilote que tu remplaces. Derrière, t'as des intérêts commerciaux qui sont un peu différents que si tu faisais une saison complète, tu vois. Donc, je pense que la question de savoir si oui ou non Mignot va finir la place de la saison à la place de Felon, je pense que ça se pose pas comme question, tout simplement. Par contre, le fait que Mignot fasse de telles performances montre qu'il a encore le niveau et qu'il aurait dû avoir un guidon cette année, clairement, quoi. Il y a des teams qui ont coupé le coche, quoi. Ouais, mais encore une fois, c'est aussi le problème, c'est que Mignot fait partie aussi des plus expérimentés de la catégorie Moto 3, et donc forcément difficile de dire à un pilote comme celui-ci qui a mine de rien quelques victoires, de lui dire faut que tu amènes tant en termes de budget. Donc si tu veux, comme la VR46 ne voulait pas non plus financer toutes les saisons tous les pilotes VR46, du coup je pense qu'il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau en disant j'ai pas le budget pour payer et rouler, moi j'ai pas l'intention de payer pour rouler. Donc si tu veux, il y avait aussi ce dilemme pour lui de si tu veux rouler, effectivement faut payer, mais là le fait de pouvoir remplacer au pied levé, je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais le fait de pouvoir remplacer au pied levé, ça lui permet de se montrer et éventuellement de pouvoir démarcher d'autres sponsors qui lui permettront de financer une saison ou un remplaçant sur une plus longue durée, tu vois. Un remplacement sur une plus longue durée. Il y a des remplacements qui se font à mi-saison pour justement des problèmes budgétaires, quoi. Exactement. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, il y a un pilote qui n'a pas ramené le budget qu'il fallait, et puis que du coup, Mignot, grâce à ses performances, ça a permis de récupérer quelques sponsors personnels pour amener un financement à une équipe, quoi. Et en plus de ça, être payé. Oui, parce que l'année dernière, Mignot, c'était pas incroyable non plus. Il a fini 9e du championnat, et il a marqué 103 points, si je dis pas de bêtises. C'était pas... Ouais, mais il a gagné la première course, il a fait le podium de la deuxième, il a mené le championnat. Tu vois, c'est pas non plus, il fait pas partie des pilotes les plus ridicules, tu vois. C'est un peu comme Tatsuki Suzuki, on peut très vite l'enterrer, mais non, en fait, on l'a vu hier. Donc, voilà. Non, j'avoue que Suzuki, c'était assez impressionnant sa course ce dimanche. Tu parlais de Mignot l'année dernière. Bon, il fait 9e au général, et t'as pas de guidon l'année prochaine. Enfin, l'année suivante, c'est quand même problématique. Ce qui joue en sa défaveur aussi, c'est son âge. Malheureusement, c'est qu'il fait partie des plus vieux. Je pense qu'il doit lui rester une saison, voire deux. Ça dépend comment tu comptes. Voilà, donc si tu veux, après, quand t'as des petits jeunes qui arrivent. Donc même si la tendance va être à avoir des pilotes de plus en plus âgés, vu que le règlement va changer, ça n'empêche qu'à 27 ans, je crois que c'est ça qu'il a, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, après la perspective d'évolution en tant que team, tu vois, c'est compliqué de se dire, il va rester combien de temps avec nous? Est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner en Moto 2 si la structure... Si je prends par exemple une structure quelconque qui roule aussi en Moto 2, tu vois, est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner, oui ou non? Enfin, tu vois, c'est des questions qui doivent se poser, tu vois, derrière. En tout cas, c'était agréable de le voir revenir à ce niveau et de le voir rouler et de montrer de quoi il était capable, quoi. Ouais. Mais ça me fait penser, quand on parle de pilotes, qu'on se demande soit ce qu'ils font là, soit qu'on lâche ou pas d'être là, c'est que en fait, je suis en train de me poser la question de ce que Fenati avait fait depuis le début de la saison. En fait, il a fait très, très loin, le garçon. Pas non plus. Ouais, il a fait 19e. Tu vas pas lui mettre une quoi. balle dans le genou à chaque fois, quand même. Non. Ouais, Fenati, c'est encore une fois, il a un parcours atypique. L'année dernière, moi, je le voyais et je l'ai vu errer dans le paddock de Manicourt en Superbike pour essayer de choper, je pense, un guidon en Supersport. Je pense qu'il a pas pu l'avoir. Il a eu l'opportunité d'avoir un guidon en Moto 3, d'avoir à nouveau un guidon en Moto 3. Bon, voilà. Après, Fenati, moi, je vais être totalement partial pour le coup, mais c'est un pilote que j'apprécie. Sur le plan sportif, j'entends, sur le fait que c'est un pilote qui est quand même très talentueux. Voilà, peut-être que son début de saison est un peu plus compliqué. C'est sûr que maintenant, la tendance fait que tu as de plus en plus de pilotes rapides, de plus en plus jeunes. Et Fenati fait aussi partie maintenant des plus vieux, quoi.
Et en parlant des plus jeunes, d'ailleurs, on peut quand même, parce que c'est ceux dont on parle et ceux, nous, en tout cas dans la preview, quand on avait fait la preview avec Cyril, où on se posait des questions sur qui on pensait voir en tête du championnat au début de la saison, c'est Munoz et Moreira, en fait. Et ils confirment, clairement, ils confirment un peu les attentes qu'on avait sur ces pilotes. Et ils font de belles choses malgré que Munoz soit tombé. C'est quand même des pilotes sur lesquels on peut avoir des attentes et qui confirment un peu en ce début de saison. Après, encore une fois, on a eu que 2 courses sur 21, mais l'an dernier, déjà, ils étaient bien placés et je trouve que là, ils font que confirmer ce qu'ils nous ont montré. Absolument. Puis après, Diogo Moreira, je pense que en plus, beaucoup de pilotes MotoGP sur le sondage qui avait en conférence de presse au premier Grand Prix, beaucoup l'ont pointé comme étant le champion du monde cette année et je pense qu'ils se trompent pas. En tout cas, c'est vraiment un prétendant au titre. Ouais, Moreira, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui l'année dernière a manqué de chance. Il s'est approché plusieurs fois du podium. Je crois que jusqu'à l'année dernière ou en tout cas jusqu'à cette année, enfin jusqu'à le début de saison, c'était son meilleur résultat, ça devait être 5e ou un truc comme ça. Il enchaînait toujours les trucs, les belles performances, mais à chaque fois il finissait jamais sur le podium. Et là, c'est cool de le voir. Maintenant, il ne manque plus qu'une victoire, quoi, tout simplement. Ouais, en plus, il est là pour l'instant, il reste régulier. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que tu dis. Il manque plus qu'une victoire parce qu'il était 3e et 2e. Donc. Exactement. Tout à fait. Et du coup, moi, la question que je me pose, et Cyril, je pense que c'est une des choses. Pour moi, c'est un peu mon cheval de bataille avec cette nouvelle saison. Vu le nombre de chutes qu'on a eu sur la fin de la course, c'est le fait qu'il y ait plus de warm-up en Moto 3. Du coup, je me suis posé la question clairement de me dire est-ce que si les pilotes avaient roulé le matin, sachant que les conditions étaient pas beaucoup mieux que celles de l'après-midi, est-ce qu'il y aurait eu moins de chutes parce qu'on a quand même pas mal de jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de ces conditions. Déjà que ça bataille et que ça chute pas mal en Moto 3. Enfin, Cyril, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que c'est beaucoup de chutes solitaires. En fait, c'est pas vraiment des chutes en paquet, parce que après c'est ce qui est provoqué un petit peu par les courses sous la pluie, c'est ceux qui se détachent, ils prennent tout de suite 5 ou 6 secondes sur le reste. Et il y a eu beaucoup de chutes en solo. Après, il y a eu un peu de tout. Il y a eu des jeunes, mais tu vois, Honshu, il a quand même pas mal d'expérience. Il a déjà tu remets le couteau dans la plaie, Cyril. Bah ouais, mais bon, c'est dommage, parce que moi, je voulais, j'attendais qu'il fasse aussi une belle perf. Bon, après, non, je pense que les chutes sous la pluie, c'est aléatoire comme pas mal de choses, hein. Surtout en Moto 3 où ils ont quand même, on va dire cette inexpérience entre guillemets qui fait que bon voilà. Mais non, il y a rien de surprenant en tout cas. Non, par contre, c'est surprenant pour moi, mais ça, tout le monde, on a déjà eu la discussion en off, c'est le fait que en Moto 2, ils ont réduit le nombre de tours, alors qu'en Moto 3, ils l'ont prolongé. Ça, c'est incompréhensible. En Moto 3, ils ont pas prolongé. Ils avaient réduit avant, à l'annonce du programme. Je crois que c'était vendredi. Et par contre, ils l'ont pas réduit plus parce que je crois que les Moto 3 avaient eu des sessions sous la pluie. Et par contre, en Moto 2, ils ont eu aucune session sous la pluie. Donc, ils ont dit, à partir de là, on fait les 2/3 de la course. Je crois que c'est ce que j'avais entendu. C'est ça ou pas ? Ouais, moi, j'ai pas l'explication. Pour le coup, je sais. C'est ce qui avait été dit sur motogp.com, juste au début au lancement du truc, quoi. Ok, on va pouvoir passer, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur le Moto 2, le Moto 3, sinon on va pouvoir passer au Moto 2. Non. Ok, on passe au Moto 2 alors. Moto 2, Darryn Binder passe en Q1 avec Vietti, Alcoba et Sean Dylan Kelly. Alors la pole est pour Alonso Lopez devant Canet et Chantra. Deuxième ligne composée par Dixon, Acosta et Vietti. En course, Ayogura ne sera pas de la course justement et Sergio Garcia devra faire un long lap. La course est réduite à 14 tours, donc un petit peu plus court. Canet et Dixon partent bien. Acosta se foire et tombe à la 15e place. Canet prend un double long lap car il a grillé le feu rouge au départ. Donc devant, Alonso Lopez prend la tête. Devant Arbolino, Dixon et Binder. Canet est 5e après avoir fait ses longs laps. La course se fait au rythme et Lopez va faire une petite erreur qui va resserrer le trio de tête, mais ça reviendra vite en place. L'occasion de voir que Garcia remonte fort malgré son long lap. Il est 9, Arenas 10, Loves 11, Acosta 12 et Vietti 13e seulement. À 3 tours de l'arrivée, Arbolino prend la tête suite à une erreur de Lopez et il tiendra la tête jusqu'au bout devant Alonso Lopez justement et Jake Dixon. Canet 4, Sergio Garcia 5 qui a fait une très grosse remontée, Binder 6, Salach 7, Chantra 8. Il devra rendre une position pour dépassement des limites de piste sur le dernier tour et Acosta finit 12e. Classement championnat ? Vas-y.
Arbolino en tête avec 41 points, Canet deuxième avec 33 et Acosta troisième avec 29. Du coup, merci Cyril pour ce débrief Moto 2. Est-ce qu'on peut se parler de la course de Lopez quand même, qui a fait une sacrée course, parce qu'au début de la course, il a pris un pas très bon départ puisqu'il pensait avoir activé le pit limiter, et donc il était un peu perdu, chaton. Et au final, il a réussi à bien remonter parce qu'il finit juste derrière Arbolino, qui a été lui ultra précis et ultra propre dans sa course. Donc c'était un peu, pour moi, c'était un peu les deux personnages à retenir cette course, parce que le reste était, on va pas se mentir, relativement calme. Qu'est-ce que t'en as pensé, Cyril? Canet avec ses 2 longues laps, c'est bon, quoi. Ouais, mais c'est dans l'ensemble, t'enlèves ça, c'était relativement calme. Ouais, c'est calmos. Binder, il y en a beaucoup qui attendaient quand même de voir ce que ça allait donner. Là, sous la pluie, il a toujours été à l'aise quand même dans ces conditions, et il fait 6, donc c'est pas mal. Toujours Aaron Canet, à chaque fois on se dit celle-là elle est pour lui, et il est toujours pas. Donc non, mais là il a volé le départ, donc ça elle pouvait pas être pour lui. Ouais, non, c'est ça, mais bon, on se dit toujours qu'à un moment donné il va quand même en avoir une, mais pas du tout. Donc bon, il reste quand même deuxième au championnat, donc ce qui est quand même une bonne chose. Mais ouais, il court vraiment après cette première victoire. Je sais pas quand est-ce que ça va lui arriver, mais c'est pareil, à un moment donné, quand son compteur de victoire sera débloqué, ça ira peut-être un peu mieux, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est laborieux. À chaque fois, il en est proche, mais c'est long. Le chemin est long. Et puis là, comme Cyril le dit, avec son départ, là, habituellement, t'as quand même des jump starts où on peut se poser la question. Là, non, il partait prendre l'avion pour Austin avant tout le monde, en fait. Il y avait même pas de question à se poser. Non, mais après, il y a certains pilotes qui essaient de compter, de se dire, ouais, c'est 3 secondes, mais c'est aléatoire, tu vois. Et je pense que lui, il a peut-être du mal compter. Du coup, il s'est dit, allez, j'y vais, quoi. Ça, faut lui offrir Mario, merde, c'est quoi le nom? Mario Kart sur la Switch. Après, il saura, t'inquiète. En tout cas, et Thomas, est-ce que t'as un avis sur celui qui pour moi est vraiment le pilote à suivre en dehors de Guevara, que j'ai vraiment hâte de voir rouler dans la catégorie, qui pour moi est un peu le mec à suivre cette année, c'est Lopez. Ouais, déjà après ce qu'il a fait l'année dernière en arrivant en plein cours de saison, c'est déjà incroyable. Lopez qui, en fait, pour avoir discuté avec son manager à Portimao, qui est l'ancien manager d'Iker Lecuona, moi je lui ai posé la question parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il y avait eu comme rumeur quand il était en Moto 3, c'est qu'il avait été écarté du team de Max Biaggi parce qu'il était malade. En tout cas, c'était une rumeur. Et en fait, cette rumeur est plus ou moins vrai entre guillemets, parce qu'en fait il a pas été malade, il a juste eu à un moment donné un épisode de déshydratation, il était déshydraté sur quelques courses je crois, et en fait ça a été un prétexte apparemment pour pouvoir l'écarter du team. Donc après il a rebondi en Moto 2, en CEV Moto 2, et là avec Fermin Aldeguer ils ont fait une saison incroyable tous les deux. Donc je veux pas dire de bêtises, mais c'est bien Fermin qui a été titré, lui il finit deuxième, et du coup forcément il est hérité d'un guidon chez Bosco-Scuro, Speed Up pour les intimes, mais du coup dans le team de Lucas Bosco-Scuro, et du coup une très belle saison l'année passée, quelques victoires, et surtout là cette année forcément on attend qu'il confirme en l'absence de quelques en tout cas du champion du monde qui est Augusto Fernandez, médaille Ogura aussi qui est blessé. Donc si tu veux, ça fait quand même 2 ténors qui sont partis, qui font que ça laisse la place à des pilotes comme Alonso Lopez. Donc voilà, mais bon, moi j'attendais surtout je me suis dit que dans la hiérarchie, pour moi, ça allait être Aaron Canet qui allait prendre un peu le lead, mais en fait, non. Et ça reste Arbolino, Lopez, et là, pour l'instant, Loponino. Pour l'instant, Arbolino est bien, mais Lopez est encore un petit peu en retrait, mais c'est parce je me rappelle plus ce qui s'est passé à Portimao, il est tombé, on est d'accord? Ouais, il est tombé. Voilà, et sans cette erreur-là, je pense qu'il serait encore plus proche au classement, quoi. Ouais, en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est un pilote, entre guillemets, l'année dernière, qui sort de nulle part, parce qu'à partir du moment où t'en as beaucoup qui suivent pas les petites catégories ou les compétitions annexes comme le CEV, voilà, comme le CEV, et du coup tu peux te dire ce mec sort de nulle part et il est capable d'aller rivaliser avec des Pedro Acosta, ce qui est relativement impressionnant pour un mec qui avait jamais roulé en Moto 2, quoi. Ouais, tout à fait. Non, c'est une belle perf pour lui. Enfin, c'est une belle saison, un beau début de saison, mais de rien, malgré son erreur à Portimao. Après, il faut pas oublier que le châssis Speed Up, c'est un châssis qui est quand même particulier, qui fonctionne des fois sur des circuits, mais pas sur d'autres. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, car il a l'air d'être de convenir un peu plus de circuits que par le passé. On se souvient, par le passé, c'était surtout Catalogne, c'était Assen, mais en dehors de ces circuits-là, c'était beaucoup plus compliqué. Là, ça a l'air d'être un peu plus
plus large comme éventail de circuits, donc on verra maintenant à la régulière s'il est capable de se battre. Il y a pour quoi le de titre, spécial sur la speed-up justement? Spécial, rien de spécial. Je veux dire, par rapport à un châssis Calex, il y a rien de particulier. Je veux pas dire de bêtises parce que je les ai pas regardés de près cette année, mais jusqu'à il y a pas très longtemps, il roulait avec un bras oscillé en carbone. Contrairement au Calex qui roule pas avec un bras oscillant en carbone. Enfin, il y a des choses, il y a quelques spécificités qui font que le châssis speed-up est un peu différent. Par contre, de près, le châssis speed-up est magnifique. Je pense que c'est vraiment une pièce d'orfèvrerie, je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est vraiment très très beau et derrière c'est le projet porté par Lucas Boscoscuro qui est quasiment là depuis le début du projet Moto 2. Bref, et toujours est-il que c'est un châssis qui est toujours là aujourd'hui et qui fait de belles choses. Fabio a gagné là-dessus d'ailleurs en Moto 2. Est-ce qu'il y aurait justement la possibilité pour lui d'équiper d'autres équipes, parce que c'est quand même comme tu l'as dit, c'était le cas, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été renommé, le châssis a été renommé Boscoscuro pour faire la distinction, parce qu'à l'époque le châssis s'appelait Speed Up et pour justement pouvoir fournir d'autres équipes. Donc le team Aspar jusqu'à il y a 2 ans était Speed Up et il y avait un autre team je crois, mais bon, toujours été le but c'était de pouvoir fournir d'autres équipes, mais aujourd'hui tu le sais très bien, à partir du moment où tout le monde gagne avec une Calex, tout le monde va vouloir une Calex, donc non, tout le monde veut une Ducati. Mais tu vois, le dernier qui est vraiment sorti du lot avec un châssis différent, c'est Marquez avec une Suter. C'est vrai. Donc en 2012. Donc c'est vrai que c'est maintenant Calex a pris la main mise sur le championnat du monde Moto 2. Il y a un autre châssis Forward. Anciennement MV Agusta, du coup ils ont dû arrêter, mais bon bref, donc ils ont marqué 0 points, donc on couperait ce passage là. Donc tu veux couper quand j'ai raison, super, merci Thomas. Non mais je sais pas, je me souvenais plus de, tu vois là typiquement quand tu t'enlèves Calex et Boscoscuro, il y a plus rien quoi. Il te reste 4 quoi, même pas 3. C'est ouf. Bon, et est-ce qu'on peut finir ce petit point Moto 2 quand même avec Acosta, parce que c'est un peu celui sur qui tous les yeux sont rivés cette année. Moi j'ai trouvé qu'il avait un peu de mal ce week-end. Après j'ai pas vu de déclaration. Je trouve que les déclarations d'Acosta sont rares en ce début de saison. Pas trop vu pourquoi c'était compliqué pour lui. J'imagine que c'était aussi à cause des conditions de piste. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté? Il était plutôt bien placé au qualif quand même, mais après en course sous la pluie, tu l'as dit, c'est jamais simple. Il se fait piéger d'entrée dès la sortie de grille, il est mal placé. Donc après, je pense qu'il essaye de faire 2-3 trucs, mais avec les quelques chutes, il prend 2-3 places, mais sans plus. Ouais, c'est peut-être il finit 12e de la course. Des conditions qui sûrement lui vont pas au mieux. Bon après, voilà. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit clairement. C'est ce qu'il dit clairement après la course. Il dit que ça a été compliqué pour lui de rouler sous la pluie. Son but du jeu, c'était de marquer le plus de points, ce qu'il a essayé de faire. Voilà, bon, il sauve les meubles, il finit 12, c'est pas non plus dramatique, c'est sûr que voilà, mais par contre, clairement, au retour en Europe, je pense que va falloir clairement compter sur lui. Ça c'est même sûr et certain. Enfin, c'est Acosta quoi. Il y a pas trop de questions à se poser. L'année dernière déjà avec ce qu'il nous a fait, c'était assez impressionnant. Bon, du coup, on va pouvoir passer. Tu parles pas de Vietti du coup. Alors, Vietti, parlons-en si tu veux. C'est comme remuer le couteau dans la plaie toutes les semaines depuis la mi-saison de l'année dernière. Mon cœur se brise un peu plus à chaque course. Je comprends pas ce qui lui arrive. Je pense qu'il prend pas les bons petits déjeuners avant les courses. Je sais pas. Il manque de choc à pic. Il fait pas la prière devant l'hôtel de Valentino Rossi tous les matins. Il y a un truc qui déconne. Il nous a Pour moi, là, il a fait effet pétard mouillé l'année dernière et ça va devenir compliqué parce qu'il se retrouve face à des pilotes, comme on le disait tout à l'heure, face à des Acosta, face à des Lopez, même à des Arbolino qui, quand ils le veulent, sont très bons, face à des Canettes et bientôt à revenir des Guevara. Je pense que ça va être compliqué pour lui de revenir sur le devant des courses. Donc, à moins qu'en Europe, il soit très bon, j'ai pas trop d'espoir, malheureusement. T'as carrément plus d'espoir, ça y est.
Mais en fait, si je dis que j'espère qu'il va faire quelque chose, on va me dire que je suis pas objectif parce que c'est Vietti. Parce que dans le fond, évidemment que j'ai envie de le voir faire quelque chose et évidemment que je sais vu le début de saison qu'il nous a fait l'année dernière, il est capable de faire des résultats, il est capable d'aller se battre devant. Juste là, il y a un truc qui est bloqué. Pour moi, il y a un rouage qui est grippé et il faut qu'il arrive à débloquer ça. Et quand tu te retrouves face à des pilotes qui sont extrêmement bons et qui vont la tête la première, je vois pas comment il va faire, quoi. Mais par contre, la Fenty qui est très belle à voir, pour l'avoir vue à Portimao, je la trouve incroyable. Ouais. Ça reste une Calex derrière, bon, voilà. Ouais, mais le casque de Vietti est très beau et la moto est très belle, je trouve, donc Bon, après, c'est peut-être parce que je me suis concentrée spécifiquement sur celle-ci et sur celle de Manuel Gonzalez, que je trouve pareil incroyable et qui est très Valentino Rossi vieille époque. Tu peux l'acheter en Altaïa, et puis ça ira bien comme ça. Je vais faire ça, je vais lancer une cagnotte litchi pour m'acheter les petites motos. Bon, on va pouvoir parler de mes courses préférées depuis la dernière victoire de Valentino Rossi, je pense. Donc promis, je vais pas crier, quoi. Promis, je vais pas pleurer, ça va bien se passer. Mouillez-vous la nuque. Donc du côté MotoGP, en qualif, on a eu une qualif qui quand même a marqué dans l'histoire, puisque c'était en Q1 Alex Marquez et Fabio qui passent en Q2. C'était la 5e fois de sa carrière pour Fabio qui passait en Q1, quasiment une fois par an. Donc on va espérer pour lui que ce soit la seule fois de l'année. Alex Marquez en Q1 qui tombe avec une moto qui prend feu, qui prend le temps de poser tranquillement sur la rambarde de sécurité et de retourner à son box pour prendre la seconde, puisqu'il passait en Q2. Et en Q2, c'est Alex Marquez, Marco Bezzecchi et Luca Marini qui complètent la première ligne. J'ai bien fait mes devoirs cette semaine, j'ai bien regardé toutes mes petites stats en l'honneur de Thomas. C'est la deuxième fois consécutive qu'un pilote se qualifie en pole via la Q1 après Marc Marquez la semaine dernière. Donc entre frères, ils se sont passés le mot. Et surtout, c'est la 42e course consécutive avec au moins une Ducati dans les 3 premières en qualification. Donc entre ça et la première ligne full Ducati, Ducati passe un bon week-end, rien qu'avec les qualifs. Et du côté des courses, tout d'abord donc ce qu'on appelle la Tissot Sprint, c'est l'unique course sur le sec du week-end, durant laquelle Morbidelli va signer un excellent départ, mais durant laquelle son excellent départ sera pas de bon augure, puisqu'il prendra le premier virage trop large et laisse la tête de la course à Alex Marquez. Et comme à Portimao, c'est une course qui est marquée par pas mal de déplacements et du spectacle, puisque les 2 pilotes de la VR46 se mettent tout de suite en embuscade et attaquent les pilotes de tête. Et même entre eux, ils se feront pas de cadeaux, comme Marini a pu le montrer à Bezzecchi, à qui il arrache un morceau de carénage. On voit un petit morceau d'aileron volé pendant la course. Et eux vont finalement prendre la 2e et 3e place en fin de course sur le podium. C'est un bon présage pour le résultat de la course du dimanche pour un certain Italien, que je ne citerai pas, puisque vous vous en doutez sûrement. Donc le grand gagnant de cette course, c'est Binder, qui fait une course stratosphérique après son départ. Il est très bien remonté, il a passé tout le monde, et une fois qu'il était parti, comme d'habitude, quand il est dans ces conditions, c'est compliqué de le rattraper. Malgré le fait que Bezzecchi, avec 2 tours de plus, était sûrement en mesure d'aller le passer. Et on notera qu'au pied du podium, c'était Morbidelli et Alex Marquez qui ont joué au chat et à la souris durant toute la fin de course, pour laisser Morbidelli prendre la 4e place devant Alex Marquez qui avait fait la pole ce week-end. Et du côté des Français, c'est plutôt une course en demi-teinte, puisque Fabio, après a eu un départ assez compliqué et a fait une touchette avec Mir. Donc il a eu une course un peu compliquée, et Zarco lui a eu des soucis avec ses pneus. Donc on les retrouvera respectivement 9e et 13e sur le classement final. D'ailleurs, Fabio Quartararo, durant la course, a dépassé Nakagami sous drapeau jaune, et il s'est pris 1 seconde de pénalité sur son résultat de course au sprint. Heureusement pour lui, il était à plus d'1 seconde de Miller, donc ça n'a rien changé, il conserve sa 9e place. Et durant cette course, on a eu quelques chutes, celle d'Alex Espargaro, mais heureusement pour lui, tout va bien.
Et une seconde un peu plus compliquée pour Joan Mir sur la Honda qui, on la connaît, fait pas de cadeau quand elle vous éjecte. Donc ce dernier a fait un énorme high side qu'on n'a même pas revu. Donc c'est pour vous dire le niveau de la chute. Qui signe la fin de son week-end puisqu'il a été déclaré unfit pour la course du dimanche. Et du coup on enchaîne le dimanche avec la course, la fameuse, celle sur laquelle vous pouvez vous imaginer mon niveau de stress. C'est la course MotoGP qui se déroule sous la pluie et avec seulement 19 pilotes sur la grille de départ, dû au 17 pardon. Je ne sais plus compter, voilà, je suis perturbée par la victoire de Bezzecchi, excusez-moi. Donc seulement 17 pilotes qui prennent le départ. En parlant de départ, c'est un départ parfait pour Marco Bezzecchi sous la pluie qui part de la 2e position, s'installe en tête et va survoler la course jusqu'à la fin, puisqu'il va creuser des écarts assez énormes, on l'aura vu jusqu'à quasiment 7 secondes et il finira la course avec 4 secondes d'écart sur Johann Zarco. Et du côté des bons départs, on va aussi noter ceux d'Alex Marquez, Pecco Bagnaia et Morbidelli qui vont passer tout leur début de course à se battre et à se partager les places sur le podium. Derrière, on a notre cher français Fabio Quartararo qui conserve sa 10e place au départ, mais se fait rapidement toucher par Nakagami et dégringole en fond de classement. Donc il va concentrer toute son énergie durant la course à remonter tranquillement pilote après pilote, alors qu'il avait un très bon rythme et apparemment moins de soucis de grippe que dans le début du week-end, ce qui termine à la 7e place. On imagine avec des conditions pareilles ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas eu son souci avec Nakagami. Et derrière, en parlant de dépassement, on retrouve surtout, comme je le disais, Bagnaia, Marquez, etc., qui se départagent les places. Surtout une chute de Binder qui était plutôt bien partie malgré les conditions, parce qu'on le sait, Binder c'est un coutumier des courses sous la pluie. Mais malgré ça, c'était une course relativement calme. Quelques chutes comme je le disais, et la chute du week-end en dehors de celle de Mir, c'est surtout celle de Pecco qui était à la 2e place du classement et qui chute et repart en course mais finira 16e. Et au-delà de Bezzecchi, qui pour moi est l'homme du week-end, l'homme de l'année, l'homme de la saison, vu ses résultats, j'exagère à peine. Il y a eu 2 courses, laissez-moi tranquille, j'en profite. Je fais une pierre qui roule aujourd'hui. L'homme du week-end derrière lui, c'est surtout Zarco qui a fait une remontée, une vraiment très belle remontée sur la course et qui vient décrocher son premier podium de la saison 2023. Alors certes, c'est pas la victoire qu'on attend tous, mais c'est une belle 2e place, suivie d'Alex Marquez qui vient clôturer ce podium. Un bon résultat pour le poleman puisqu'il s'agit du 3e podium de sa carrière et c'est à nouveau Morbidelli qui est à ce que Cyril a tendance à appeler la place du con, à la 4e place derrière Alex Marquez. C'est la place de Morbidelli tout de suite. Ne me prête pas de propos que je n'ai pas dit. Et en l'honneur, comme je disais, de Thomas tout à l'heure, j'ai quand même travaillé mes stats avant qu'ils viennent. Et surtout suite à la victoire de Bezzecchi, j'avais envie d'en savoir plus sur tout ça. C'est le second podium full Ducati depuis Valence 2021. Et Bezzecchi devient le 119e vainqueur différent en catégorie Rennes et le 34e dans l'ère du MotoGP, donc depuis 2002. Et c'est surtout le 26e pilote italien différent à s'imposer dans les catégories Rennes. Au classement final, on se retrouve donc avec le leader du championnat qui n'est autre que Marco Bezzecchi avec 50 points, suivi de Pecco Bagnaia avec 41 points et Johann Zarco avec 35 points. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, les garçons ? Enfin, de ces courses, pardon. La sprint, pour un petit, au contraire, pas un focus, mais justement un regard un peu macro, il se passe ce qu'on attendait, c'est-à-dire que on a réduit la distance, donc forcément les pilotes prennent des pneus plus tendres, des temps au tour plus rapides, une consommation moteur, une consommation d'essence qui est réduite de moitié, donc il n'y a pas spécialement d'impact. Et donc ce qui se passe, c'est que ça roule beaucoup plus en paquet. Le gros intérêt, c'est que là, il y a eu un petit peu moins de chutes, mais toujours autant de dépassements. Je pense que la Dorna a réussi ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire un format un petit peu plus, où il y a un petit peu plus de bagarre. Bon, après, je pense qu'ils ont des leviers s'ils trouvent que c'est trop viril ou trop tout ce que tu veux. Mais moi, je trouve que c'est un format qui va faire ses preuves, à mon avis.
Et puis la course d'aujourd'hui, enfin la course de ce week-end, elle était plutôt intéressante sur pas mal de points. Après, moi, ce qui me gêne, c'est facile de dire gêné, quoi, mais c'est de revoir une Honda qui satellise un pilote. Mir, là, il en prend une grosse pour se faire. C'est un trauma crânien ou une commotion? Précisément, je ne sais pas. Enfin bon, il a pris cher. Et je pense que voilà, dès le samedi soir, le HRC rentre à la maison avec le team Repsol. Donc ça reprend des mauvaises habitudes, quoi. Donc la moto, faut réussir à en faire quelque chose d'un petit peu plus homogène. Voilà, donc c'est un peu la merde pour eux. Voilà, à peu près sur la course sprint, quoi. La sprint, moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Moi aussi, sachant que j'étais assez sceptique sur le format avant de le voir en piste, parce que comme je le disais, on n'avait jamais eu de test concrètement sur ce format, et j'ai trouvé ça intéressant. Et en fait, ce que je trouve intéressant et ce que je me suis noté aussi, c'est que ça permet à ce que j'appelle moi les outsiders entre guillemets. Alors entre gros guillemets parce que le niveau est de plus en plus homogène et les résultats sont de plus en plus serrés, mais de revoir des Binder, des Alex Marquez, des Morbidelli aux avant-postes sur ce type de courses qui sont en plus courtes, sur laquelle ils ont les moyens de se battre, sur laquelle ils vont pas se poser la question de l'usure des pneus, de savoir où ils en sont dans leur course, etc. Je trouve que ça rajoute vraiment du plus. Le format est très dense, je trouve, sur le week-end avec cette nouvelle organisation, mais je suis d'accord avec toi que c'est plutôt chouette à voir. Binder, il fait une course de tapé, hein. Enfin, il fait un très beau samedi, quoi. Il se qualifie mal et puis il réussit à faire une belle course, quoi. Mais c'est ça, mais c'est ce que je dis quand je parle des outsiders, c'est que c'est relativement étonnant de voir vu ces dernières saisons, je remets pas en cause sa carrière, mais vu ces dernières saisons, de voir un Morbidelli devant un Bagnaia, tu vois, par exemple. Et je pense que c'est ce que peuvent te donner ce type de course sprint, c'est qu'on va avoir des pilotes qui vont être plus à l'aise avec l'exercice, comme Miller qui a une tête brûlée, que d'autres qui vont réfléchir au point et au championnat. T'as des pilotes qui auront le feeling avec un pneu plus tendre, hein, et puis qui vont, du coup, seront plus à l'aise sur la sprint, hein. Après, je peux donner mon avis aussi. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, s'il va y avoir des experts de l'exercice, des spécialistes de la discipline en sprint et un peu moins sur les courses du dimanche. Après, ça reste quand même, pour en avoir discuté avec Carlo Pernat à Portimao, qui est le manager d'Enea Bastianini, comme tu disais tout à l'heure, Cyril, sur le fait qu'il faut effectivement peut-être activer à un moment donné des leviers pour pouvoir, on va dire, diminuer ou calmer un peu la fougue de certains. Quand on a vu les erreurs qui ont été commises à Portimao, comme celle de Marini, celle de Mir, sur Fabio et sur Bastianini, du coup, il aurait peut-être fallu faire en sorte de pénaliser plus durement pour éviter que ce genre de phénomène c'est ce que disait Pernat, hein, que pour donner un exemple sur le fait que on arrête dès maintenant ce genre de comportement, et ensuite ça permettrait d'avoir des courses sprint qui soient, on va dire, plus saines, même si effectivement pour le spectacle c'est un régal, mais ça reste aussi un risque supplémentaire pour les pilotes. Il y a que les 9 premiers qui sont récompensés pour un point, pour des points. Au-delà, t'as pas de points, mais tu prends quand même des risques pour essayer d'accrocher quelques points, parce que tu sais que c'est quand même un tiers des points qui sont distribués dans la saison, quoi. Donc c'est sur le plan sportif, ça doit être compliqué à gérer. Sur le plan spectacle, c'est sûr que c'est indéniable, ça reste une très bonne idée. Mais surtout que, dans ce que tu dis, de mettre des leviers pour que ce soit un peu moins viril, la question va se poser aussi, mais la question va se poser on installe les tissos sprint parce qu'on veut plus de spectacle. Là, les pilotes nous en donnent et derrière, on va aller les pénaliser. Enfin, ça va être un peu compliqué à doser, je pense, pour eux. Mais par contre, je te rejoins complètement sur le fait que en effet, les pilotes prennent beaucoup de risques et on a pu encore le voir, encore pu le voir samedi. Alors, avec la course de Bezzecchi, pardon, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais parce que j'étais focus dessus pendant la course, où on peut le voir, et c'est son cas à lui, mais c'est le cas d'autres pilotes, c'est que il surpilote, en fait, ses trajectoires sont pas propres. Enfin,
ces trajectoires sont pas propres, ces virages sont pas forcément bien pris parce qu'ils surpilotent et que là t'as l'impression qu'en fait les pilotes ils y vont juste ils veulent doubler, ils réfléchissent pas dans la longueur, ils réfléchissent sur l'instant et du coup ça change complètement la morphologie des courses quoi. Bien sûr, tout à fait, je suis d'accord. Bah, c'est une autre manière de voir les choses. Après tu peux surpiloter sur 12 tours. Et ça passe. Le cas. En l'occurrence, là, c'est le cas, Martin, mais. Martin, il surpilote. L'année dernière, il a passé 2 saisons à surpiloter. Une fois sur 2, ça finit au bac. En course sprint, sur 12 tours, ça peut passer, quoi. Ouais, sur un malentendu, entre guillemets, quoi. Mais après, justement, pour parler des leviers, moi, j'avais en tête la quantité d'essence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réduis la quantité d'essence, bah tu peux réduire le rythme de course et à ce petit jeu-là, tu peux réinstaurer des écarts entre les pilotes. Est-ce que tu vois d'autres leviers à part la direction de course quoi? Tu parlais de levier avec Perna. Ouais, non mais après sur les leviers effectivement, pour l'instant il faut laisser la chance au produit. On a eu que 2 courses. Comme Fabio disait samedi, c'est moins pire qu'à Portimao et à Austin. Il va y avoir quelques circuits où ça va être quand même très compliqué parce qu'à Austin, même sur le plan physique, ça va être compliqué. Donc, je sais pas ce qui est ressorti de la commission de sécurité vendredi soir, savoir si les pilotes ont échangé sur les courses sprint, savoir s'il y a eu des choses qui ont été proposées ou autres. Mais je pense qu'au retour en Europe, il va y avoir, je pense, peut-être quelques discussions pour justement voir peut-être. Ouais, comme tu dis, d'autres solutions, peut-être, j'en sais rien, des pneus, je sais pas, peut-être des pneus plus durs pour éviter que ce soit trop rapide, peut-être, des choses sur lesquelles ils vont devoir discuter à ce sujet. Mais comme Fabio disait, c'est moins pire qu'à Portimao, donc on peut imaginer qu'à Austin, ce sera moins pire qu'en Argentine et ainsi de suite. Mais Austin, par exemple, c'est 20 virages, c'est un circuit avec 20 virages. Donc physiquement, faudra voir aussi comment les pilotes sont capables de gérer leur week-end, tu vois. Donc voilà. Et puis en plus de ça, là c'est pas encore le cas, mais ça va être un truc qui va arriver quand on va revenir en Europe, c'est que on va se retrouver. Pour l'instant, on n'en entend pas parler puisque c'est en phase de test, mais les capteurs de pression, les capteurs de pression qui seront du coup, c'est ce qu'on disait dans les précédents épisodes, mais qui seront mis en place et débriefés à partir de voilà. Donc ça va aussi être une question qu'il va falloir se poser. Et je pense que là, ça leur passe un peu au-dessus, puisque de toute façon, pour l'instant, ils sont pas pénalisés en fonction de leur pression. Ouais, mais c'est quand même de toute façon quelque chose sur lequel les teams travaillent. Hein. Ils sont prêts à gérer ce genre de choses. Après, c'est le sujet des pneus. Enfin, c'est ça. Ouais, bon, ça, ce sera un sujet aussi sur lequel ils vont devoir échanger. Mais pour en venir aux courses sprint, en fait, il y a plusieurs sons de cloche. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents, il y en a qui sont habiles de l'exercice, d'autres qui le sont moins. Je pense que il faut en laisser quelques courses et après on verra. Il faudra attendre ce retour des pilotes pour savoir si c'est une bonne idée ou non. Pour l'instant, après c'est aussi un peu de malchance pour tout le monde, mais on a quand même 5 pilotes en moins. Donc les corps sont mis à rude épreuve, c'est compliqué pour certains. Même quand tu vas revenir, je veux dire Bastianini, quand il va revenir, il va jouer la prudence, il va pas non plus se mettre à la fin de la saison quand il y en a qui vont jouer le titre et qu'il y en a d'autres qui vont pas du tout jouer le titre. Comment ça va se passer? Tu vois, ce genre de choses qui font que je pense que c'est des questions sur lesquelles ils vont discuter et je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre la saison où ils vont itérer, proposer des solutions. Je pense que c'est un sujet à débat sur les prochains mois. De toute façon, vu le nouveau format qu'ils mettent en place, c'est une saison test aussi pour plein de choses. Autant sur le manque, autant du côté du MotoGP que sur le manque de warm-up en Moto3, Moto2 de toute façon. Donc, mais comme tu le dis, c'est des choses qui vont avoir débat et en plus de ça, les pilotes, tu vas avoir ceux qui vont être très très impartials tout de suite en disant j'adore, ceux qui vont te dire je déteste, et tu vas avoir ceux comme Alex Espargaro qui disent moi j'attends d'en avoir fait plusieurs pour donner mon avis. Donc je pense que les discussions quand on va revenir en Europe vont se faire un peu plus denses aussi sur ce nouveau format. Absolument. Après, il faut pas oublier non plus qu'il y a certains pilotes qui sont en fin de carrière. Je prends l'exemple d'Espargaro qui, son avis peut-être va avoir du poids, bien évidemment, parce qu'il est expérimenté, il a plus de 300 départs en Grand Prix, mais c'est pas sur lui qu'on va miser sur l'avenir. C'est difficile, c'est dur ce que je dis, mais c'est pas, c'est juste factuel. Voilà, c'est factuel. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi poser la question aux jeunes, savoir si eux, comment ils le voient. Qui sont pas toujours, qui en plus de ça, les jeunes avec des gros guillemets, parce que quand même les différences d'âge sont pas énormes, mais non, bien sûr. Mais qui sont pas forcément ceux qui l'ouvrent le plus entre guillemets, parce que tu vas
un Marini va être plus tempéré qu'un Miller qui va te dire en fait les gars on est là, on est payé pour ça, faisons-le quoi. Sauf que Miller lui il a plus rien à perdre, comme tu dis, il fait partie de ceux qui sont en fin de carrière aussi, donc oh, pas tant que ça. Ouais, c'est sûr. Non, Miller, il est pas si vieux. Moins que plus que Marini quoi. Ah bah oui, forcément. Plus que il a encore des couches. Mais mais c'est sûr que ouais, tu prends Bezeki, il est content, ils aiment bien ce format-là, tu prends voilà, mais après c'est vrai que pour l'instant ce sont des circuits où ça allait. Après il faudra voir sur des circuits comme Sepang, Mandalika où les corps vraiment sont, toi même Austin, hein, je suis curieux de voir sur une course, même si c'est que 12 tours, ça reste quand même 20 tours, 12 tours avec des circuits avec un circuit avec 20 virages quoi. Ouais, non, physiquement c'est compliqué. Mais moi c'est comme tu dis, c'est les circuits un peu plus comme Mandalika et Sepang où déjà ils finissent les week-ends rincés, rien que les séances de FP4 ils finissaient dans des poubelles remplies de glace. Là ça va pas être la même intensité non plus, et je serais curieuse ça tu vois c'est une info qu'on a souvent en F1, je serais curieuse de savoir combien de poids perdent les pilotes sur ce type de circuit. En Superbike ça a été fait. Là en Indonésie je crois que Petrucci il disait qu'il perdait jusqu'à 2 kilos je crois sur une course. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais c'est c'est sûr. Non, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant tout sur le plan sportif, sur le plan. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes et pour l'instant, on en est qu'au début. Donc déjà, même la gestion d'un week-end, tous les pilotes ne sont pas encore à l'aise avec ça. Tu vois. Beaucoup se sont fait piéger, beaucoup ont du mal à régler leur moto d'emblée. Enfin voilà, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Bon, sinon, pour en revenir à la course du dimanche, parce que la course sprint, elle est courte, mais on pourrait en parler des heures tellement il y a de choses à dire. On peut commencer. Thomas, moi, je te pose la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Morbidelli, parce que on l'a pas vu faire un aussi bon résultat depuis l'Espagne 2021. Est-ce que c'est une question de grippe? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui, quoi? Bah c'est ça, hein. C'est une question de grippe, tout simplement. Tu l'as dit. C'est d'un côté t'as un Fabio qui lui a du mal quand il y a pas de grippe. Et un autre qui, avec son style de pilotage, s'adapte plus à des conditions comme celle-ci. Et donc, bah voilà, Morbidelli il l'a fait ce week-end, il l'a fait aussi en Malaisie l'an dernier. C'est un circuit qui est parfois réputé pour pas avoir de grippe. Parce que l'an dernier, Fabio avait terminé derrière Morbidelli en qualif, bon, pas en course, mais en qualif. On sait que Morbidelli est à l'aise à ce jeu-là, donc après, ce sera pas sur tous les circuits, certes, mais en tout cas, ce qui est bien ce week-end, c'est que cette performance de Morbidelli va faire progresser Fabio. Parce que sur cette thématique du manque d'adhérence où Morbidelli a réussi à faire quelque chose, et bah du coup, Fabio va pouvoir en profiter, enfin. Mais voilà, il va pouvoir récupérer des données, voir ce qui s'est passé au niveau des réglages, au niveau de machin, et donc faire progresser lui-même son style de pilotage et ne plus se faire piéger comme il s'est fait piéger, même s'il a sauvé les mêmes, mais comme s'il fait piéger ce week-end, tu vois. Ouais, Cyril, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce week-end de Morbidelli? Alors, est-ce que tu penses qu'il va être en mesure de continuer dans sa lancée avec le week-end à venir? C'est un peu le gros problème. Enfin, pas le gros problème, non. C'est que tu scrolles un peu sur Twitter ou sur le Discord et ah ouais, bah Morbidelli et tout, machin. Alors, ouais, c'est bien de faire 2 P4, mais après 18 mois pourris, c'est pas ça qui va changer radicalement la donne. Alors, c'est quand même bien, mais comme tu dis, c'est lié aux grippes et il va falloir qu'il enchaîne, quoi, parce que clairement, en fin de saison, il a plus de contrat, donc c'est pas 2 P4 sous la pluie en Argentine qui vont lui sauver la vie, quoi. Et voilà, il y en a plein qui disent ouais, mais il est devant Fabio au championnat. Bah oui, à 3 points d'écart. Après 2 week-ends, donc faut tempérer, quoi. Après, il est mieux là que P12, hein, c'est toujours pareil, hein. Ah bah c'est sûr que ça fait toujours plus plaisir à voir de le voir ici que de le voir à la fin. Pour quelqu'un qui a été vice-champion du monde il y a pas si longtemps que ça. C'est juste que le gap est énorme en fait entre ce qu'il a fait à Portimao avec ses 20 secondes d'écart avec le premier et là ses résultats, mais c'est une bonne chose. Tu dis Portimao, mais tu peux dire Valence 2021, Valence 2022, tu peux citer tous les circuits du championnat depuis 2 ans, quoi. On va citer tout le calendrier 2022. Il est en galère, là, il a fait un bon week-end, faut en faire d'autres, faut en faire plein. Après, la question peut se poser aussi, et c'est malheureux de le voir comme ça, mais il y avait moins de pilotes sur la grille, donc forcément moins de pilotes, donc plus de chances de faire des meilleurs résultats. Mais il fait P4 quand même. Donc si tu veux, si t'as moins de si t'as 4 pilotes en moins et que tu gagnes 4 places, oui, ça peut s'expliquer. Là, il gagne 10 places par rapport à ses résultats habituels, donc c'est quand même nettement meilleur.
Enfin, c'est là, Oui, c'est sûr. c'est nettement meilleur. Et d'ailleurs, Thomas, la question que Pierre se posait et qu'on se pose un peu tous, c'est est-ce que tu te souviens depuis quand on a eu si peu de pilotes sur la grille de départ depuis le championnat, quoi. Dans des situations chaotiques, c'était à Valence 2018 quand il y a eu un deuxième départ et qu'il n'y en a eu que 17, je crois, au départ. Et sinon, au Dolas, fallait revenir à Valence 2011 où il y en avait aussi autant sur la grille. Voilà. Donc, mais bon, à l'inverse, il y a des choses aussi exceptionnelles comme ce week-end, enfin la course de dimanche où tout le monde est arrivé. Et ça, c'est pareil, c'est assez rare. C'est rarement arrivé. Je crois que la dernière fois, ça doit être en 2013. Je pense que ça doit être en Catalogne en 2013 ou un truc comme ça. Et surtout sous la pluie, quoi. Enfin, voilà, donc c'est pas. Ouais, en plus sous la pluie, voilà. Il y a eu quelques chutes, 2, on va dire, mais ça n'empêche pas qu'ils aient tous les deux terminé derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même assez rare. Donc c'est marrant de voir enfin, les chiffres des fois sont assez amusants. Comme je te disais hier, il y a des fois des chiffres qu'il y a que moi qui font rire. Mais bon, là pour le coup, je trouve ça intéressant de voir que mine de rien, tout le monde est arrivé malgré les déboires de certains. Non, c'est clair. Puis c'est des chiffres auxquels on pense pas forcément et qui sont toujours. Enfin, moi je trouve ça toujours intéressant. Après, je suis un peu toqué des stats aussi, mais. Ouais, en parlant de chute, on peut rapidement passer sur quelqu'un, et si on n'en parle pas, on sait que Pierre va nous remonter les bretelles derrière. On peut parler rapidement de la course de Pecco. Cyril, est-ce que tu peux nous en dire un peu de plus? Pecco, c'est pareil, hein. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, il retombe dans ses travers. Voilà, chuter sous la pluie, voilà quoi. Enfin, c'est dur. Non, mais voilà. Non, mais c'est dur de dire qu'il retombe dans ses travers, quoi. Bien sûr. Voilà, il chute. La chute qu'il prend, elle est pas. Voilà, il perd l'avant, ça part. Voilà, il y a rien de méchant. Voilà, il fait P16 ou P17, je sais pas. Bon, il marque pas de points. Il finit 16e. Ça arrive au meilleur. Hein. La preuve, il a le numéro 1, donc voilà. Il n'y a pas, il y a pas de drame, quoi. Je suis d'accord avec toi sur ça. Non, je suis d'accord avec toi sur le. Voilà, c'est une erreur. Lui, il sait pas trop ce qui s'est passé parce que les données sont les mêmes du tour précédent à celui-ci. Mais après, voilà, c'est sous la pluie. Il y a un caractère vachement aléatoire au bousin, quoi. Hein. C'est ça, exactement. Donc, c'est une petite erreur. Bon, il reste quand même 2e au championnat, donc ça va. Il y a rien de dramatique. Contrairement à ses erreurs passées l'an dernier où il avait fait 2 résultats blancs au Qatar et en Indonésie. Ça reste. Après, c'est un pilote qui va être capable de mettre 37 points 5 week-ends de suite, hein, donc je pense que c'est ça, et puis il est que à 9 points de Bezzecchi, c'est que le début de la saison, c'est comme tu dis, c'est une chute sous la pluie, faut temporiser aussi, ils tombent tous, donc, en tout cas, je trouvais que son week-end n'était pas catastrophique et qu'il nous a habitués. Il a déjà fait pire, quoi. Ouais, et puis après, il est arrivé malade. Enfin, voilà, ça a été compliqué pour lui parce qu'il est arrivé malade. Il avait de la fièvre le premier jour. Donc, un peu de temps pour mettre régler sa moto. Il a pas fait de long run le premier jour parce que justement, il faisait que des allers-retours pour savoir pourquoi il n'arrivait pas à faire la différence. Bon, voilà, il s'est quand même bien qualifié parce qu'il est combien 3e sur la grille, hein, sauf erreur, c'est ça? Non, il est 6, je sais plus, je confonds avec Portimao, c'est vrai que là déjà je commence déjà à confondre. Donc du coup ça reste quand même un bon week-end pour lui. Bien sûr, cette erreur lui fait perdre de gros points parce qu'il aurait pu potentiellement marquer 20 points. Mais voilà, on vient de le dire, il est encore 2e au championnat, donc rien de dramatique. 3 en Q2. Ouais. 3 en Q2, ah bah voilà. Ouais, il est bien 3 en Q2. C'est Zarco qui est 6. J'ai eu un 2. C'est ça, ok. Donc du coup, j'avais raison sur le truc, mais du coup voilà, on arrive sur Austin, un circuit où il avait terminé devant Fabio en 2021 et alors je sais plus combien il avait terminé l'année dernière, mais une Ducati avait gagné l'an dernier avec Bastianini, donc on sait que la Ducati est capable de gagner là-bas. Voilà, on verra ce qui se passe dans 15 jours, quoi. C'est clair, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. C'est exact. Ouais, en parlant de Ducati, pour rester dans le thème, parce que de toute façon, c'est un peu le cas de cette grille ce classement de fin de course. On a un pilote qui on a tendance à appeler le frère d'eux, mais qui a pas démérité ce week-end, et qui, comme tu le disais si bien, Thomas, rejoint le club très fermé des pilotes sur la grille avec des podiums sur 2 ou plusieurs motos différentes aux côtés de Viñales, Miller, Zarco et Espargaro. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Non, et c'est donc Alex Marquez qui a fait un week-end, comme on le disait tout à l'heure, franchement très il a pas démérité, quoi. Non, voilà, puis encore une fois, passer par la Q1, faire la pole, c'était jusqu'à cette année, c'était quand même réservé à
à que quelques pilotes. Il y a eu Di Giannantonio l'an dernier, il y avait Viñales en 2018, Marquez en 2018 également, et il l'avait fait une autre fois, justement au Portugal en début de saison. Donc il a réussi à faire une belle performance. Bon, après les circonstances s'y prêtaient. Bon, voilà, la piste était séchante, c'était un peu particulier, donc pas forcément besoin d'avoir une gomme super tendre pour essayer de faire un bon chrono. Donc il en a profité, il a réussi à faire la pole. Tant mieux. Et maintenant il montre que quand tu as mangé, comment on dit, quand t'as mangé ton pain noir. Ouais, c'est ça, sur une Honda pendant 3 ans. Voilà, t'arrives sur une Ducati, tu vois que c'est quand même, ça semble en tout cas un peu plus facile. Voilà. C'est sûr que déjà on sait à quel point la Honda est pas facile comparée à la Ducati actuelle, j'entends, parce qu'elle l'a pas toujours été. Mais c'est chouette et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau aussi parce qu'il a quand même un sacré palmarès. Faut pas oublier qu'il a. Oui, il a 2 titres, quoi. Il est double champion du monde, mine de rien. C'est pas rien, quoi. Ouais, mais ce qui est assez fou, c'est que malgré ce palmarès et ce qu'il est capable de faire, on s'obstine à le réduire aux frères d'eux, mais de la même manière que Paul et Alex, que Marini, que Paul avec Alex Espargaro l'année dernière. Enfin, c'est compliqué d'être le frère de quelqu'un sur le paddock quand t'as pas autant de résultats, quoi. Bien sûr. Bon, après, ça reste pas, bien sûr, bien évidemment, à chaque fois, quand on compare l'un des 2 frères, il y en a un qui est forcément un petit peu plus talentueux que l'autre. Ce qui, c'est factuel aussi. Mais ouais, Marquez, Alex, est quand même, c'est un pilote qui peut être très rapide. Et je mets une pièce dès maintenant sur le fait que cette année, il en gagnera une. On espère pour lui, en tout cas. Ouais. Mais du coup, il se rajouterait, est-ce que, en fait, non, vu le peu de rookies qu'on a, mais j'allais dire, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir autant de vainqueurs différents cette année que l'année dernière, sachant que l'année dernière, il y en a eu beaucoup de nouveaux, entre guillemets? Ouais. Après, oui, il peut y en avoir beaucoup. Il y a quand même potentiellement beaucoup de pilotes, qui sont capables de gagner. Tu prends, alors, après, effectivement, sur une Honda, ça sera peut-être plus compliqué. Mir et Rins, je pense que ça va être compliqué. Mais Binder, il l'a montré pendant la course sprint samedi. Miller, il peut en prendre une. Ouais, voilà, tout à fait. Et puis, Viñales également. Viñales, lui, c'est clairement un pilote qui est capable de gagner. Et puis après, t'en rajoutes d'autres, Espargaro, Martin. Là, on a quand même un plateau MotoGP qui est quand même assez étoffé. Bien évidemment, on aimerait bien que sur les maintenant 8 pilotes, je crois qu'il n'y en a plus que 8 maintenant, qui n'ont pas gagné en catégorie reine, qu'il y ait au moins Zarco à un moment donné dans le lot. Ça, c'est clair. Et puis qu'on y arrive enfin à avoir qu'il arrive enfin à avoir cette victoire, quoi. Ouais, parce qu'en parlant de Zarco, lui non plus n'a pas démérité. Entre sa fin de course la semaine dernière à Portimao, ses dépassements et là sa remontée, c'était il aime les fins de course, quoi. C'est ce qui lui convient bien et ça se voit et ça faisait plaisir de le voir revenir à ce niveau, en fait. Ouais, après c'est marrant de voir comment les deux sont cloches, parce que quand tu regardes samedi en course sprint, en fait il se plaignait de son pneu arrière en disant que si c'était pas le pneu, il fallait qu'il change de boulot. Mais voilà, en fait le lendemain, une nouvelle course. L'avantage c'est ça aussi de la course sprint, c'est que t'as un premier essai le samedi et du coup tu peux t'y reprendre le lendemain pour la course normale, quoi, on va dire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc après c'est le problème de Zarco aujourd'hui sur lequel il va falloir qu'il travaille, ce sont ses débuts de course. Les débuts de course il lui manque peut-être un petit peu d'agressivité en début de course qui fait que ses courses sont un peu compromises sur les premiers tours. Mais là, comme il a fait à Portimao et comme il a fait à ce week-end en Argentine, ses fins de course sont juste incroyables. Donc il faut juste qu'il arrive à résoudre ce problème de début de course, et je pense que il se rapprochera de plus en plus de la victoire ou à la régulière du podium. Ce qui lui a manqué l'année dernière en fin de saison. À partir de la moitié de saison, la mi-saison, ça a été compliqué pour lui d'être plus régulier. Parce qu'en plus de ça, les podiums, comme tu dis, d'autres podiums, mais là, il les enchaîne sans victoire, ça peut vite être frustrant, quoi. C'est le recordman du nombre de podiums sans victoire, quoi. Malheureusement. Ouais, il en a 12, c'est ça? 16, et c'est Edwards le deuxième au classement qui n'a pas de victoire, c'est Edwards, avec 12. Ok, mais t'avais pas... On en parlait, du coup c'est une de tes stats que tu m'avais donné, mais il est derrière Christian Sarron, si je dis pas de bêtises. Ouais, en termes de podium, là, il en a 16 et Sarron en a 18. Ouais, donc ça serait pas mal que dans les 2 prochains, il y ait une petite victoire qui traîne, quoi. C'est ça, Sarron a gagné, tu vois, du coup. Mais bon, oui, c'est sûr. On espère qu'il gagne quelque part, mais je pense que il en est pas loin, c'est juste qu'il lui manque encore un tout petit peu pour
pour faire du Bezeki, pour faire du Bagnaia et voilà. Il lui manque les cheveux qui vont avec aussi. Hein. Ouais, ça, moi je ne dis rien, j'en ai pas donc. Et en parlant de Bezeki, je pense qu'on peut finir cette partie MotoGP avec l'homme du week-end. Je vais pas vous détruire les oreilles en criant Marco Bezzecchi dans le micro, je vous rassure. Mais Marco Bezzecchi, c'est quand même, enfin, il a quand même remporté sa première victoire en MotoGP ce dimanche. C'est le 8e à remporter une course, à avoir remporté une course en Moto3, en Moto2 et en MotoGP sur la grille actuelle. Donc c'est quand même, il se débrouille bien quoi pour un mec qui était rookie l'année dernière, qui avait fait une saison plutôt respectable et qui la semaine dernière a fait un podium. Là il fait du coup 3 podiums avec une course back-to-back. C'était plutôt pas dégueu quoi. Pour mesurer mes propos. Bien sûr, c'est Bezzecchi, on savait que de toute façon cette victoire lui n'était pas loin. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide, mais c'est surtout le fait que il a trouvé les clés très rapidement de cette GP22 et voilà. Contrairement à Marini, qui lui, même s'il est très rapide, connaît un peu plus de difficultés aujourd'hui sur cette, enfin pas de difficultés, le mot est très fort, mais un peu plus de temps par rapport à Bezzecchi qui franchement depuis le début de la saison est toujours aux avant-postes. Mais son début de saison est insolent de toute façon. Enfin moi hier je l'ai trouvé, comme j'ai dit, il a survolé la course, mais c'était insolent d'être aussi à l'aise sous la pluie. Moi, j'ai passé quand même les 3/4 de la course à me dire dans ma tête, ne fais pas de conneries, il pleut, ralentis. Enfin, en fait, il y a quand même un moment donné où il avait 6 secondes d'écart sur le deuxième, ce qui est énorme dans ces conditions. C'est ce qui s'est passé en Moto3, mais en Moto3, ils ont pas de cerveau, donc c'est pas étonnant. Mais là, sur le MotoGP, enfin, c'était vraiment... Moi, j'ai pas les mots, hein, concrètement. En plus de ça, c'est quand même un très bon week-end pour Ducati. Alors, certes, ils ont 8 Ducati sur la grille, mais du coup, ils s'étaient encore pas imposés en Argentine. Donc, c'est quand même un très bon week-end pour eux, malgré la chute de Pecco, quoi. Ouais, Ducati, de toute façon, je pense qu'ils ont plus rien à prouver depuis l'année dernière, où ils ont montré que la moto était polyvalente, qu'elle soit factory ou satellite ou client. Ce que j'appelle client, c'est Gresini et la VR46 quoi. Donc là, ça continue sur la même lancée. Donc que ce soit l'un des 8, de toute façon, je pense qu'ils peuvent gagner quasiment les 8 quoi, à part peut-être Di Gianantonio qui est un peu en retrait, mais Bezzecchi ça confirme sa belle année précédente, et puis un début de saison qui est bien quoi, il était bien aux essais, il est bien tous les week-ends, et puis là sous la pluie il s'est montré hyper à l'aise, pas inquiété du tout, bien sur sa moto quoi. Pas grand chose d'autre à dire. Par contre, ça va marquer la fin de la. Enfin, moi, je vais faire des crises cardiaques en fait à chaque course s'il fait ça. Clairement, vraiment mon niveau de stress était. Je sais pas. Il y a l'échelle du stress. C'était au-dessus. Vraiment, c'est pas gérable. Moi, j'attendais peut-être un peu plus de Miller et de Martin. Après, Martin, j'avais pas souvenir qu'il soit hyper à l'aise sous la pluie. Mais Miller, je l'attendais un peu plus, quoi. Après, il y a eu la déception. Miller est parti. Binder loupé, quoi. Martin, mais Miller est parti 6e et il a pas fait mieux, en fait. Il a fini 6e, quoi. Il est à 10 secondes de Bezzecchi, ce qui, au final, est pas. Au final, ça fait peut-être des gros écarts en termes de temps, mais sur 20 tours, tu prends une demi-seconde par tour. Ouais, ça commence à faire, quoi. Après. Je suis un peu déçu aussi pour Quartararo, parce qu'a priori il avait quand même un rythme qui était pas mauvais, et puis il se fait accrocher au départ par Nakagami, donc il se retrouve en queue de peloton. Ouais, c'est dommage. Après il s'est un peu plaint de pas voir de sanctions tomber contre le pilote japonais. Je pense qu'il faut qu'il passe à autre chose. Je pense qu'il a d'autres chats à fouetter que d'aller chercher des poux dans la tête des autres, quoi. C'était relatif. Après, Thomas, tu diras ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'était relativement en fait de course en fait. Enfin, on a vu des touches plus risquées que ça. Ils ont été sévères en Moto 3. Hein, donc moi, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je me suis dit il va prendre au moins un long lap. Et finalement, ils disent non, pas de long lap, rien. Bon,
Après, faut regarder le dépassement, mais sauf erreur, je pense que Fabio est un petit peu plus large, et que Nakagami prend le point de corde, essaye de prendre le point de corde. Donc, c'est pour ça que je pense que la pénalité est difficile à mettre, enfin, en tout cas, à appliquer. Après, bien évidemment, ça reste subjectif, tout ça, mais encore une fois, là, je pense que non, il y avait pas, c'était le premier tour, tout le monde essaie de faire une place. Bon, voilà, c'est sûr, je suis pas sur la moto, bien évidemment, mais encore une fois, voilà, si on commence à sanctionner ce genre de choses, bon. Bah, t'auras plus de dépassement, quoi. Bah ouais. C'est ce que justement, je crois que c'est Bezeki d'ailleurs qui disait ça au premier Grand Prix. C'était, maintenant, il y en a qui, c'est pour reprendre ses propos, il y en a qui pleurent comme des bébés à la Safety Commission. Et parce que on les touche pendant les dépassements, ils font la même chose en course. C'est bien, ils visaient absolument personne dans ces déclarations. Non, bien sûr. Mais voilà, tu vois, du coup, c'est pour dire que il faut relativiser. Bien sûr, il faut pas ne pas sanctionner, mais il faut aussi laisser les courses. Oui, et puis venant de Fabio. Oui, voilà. Non, mais surtout venant de Fabio, vu des dépassements qu'il a fait l'année dernière, enfin, c'est culotté de sa part de dire que ça devrait être pénalisé alors qu'il a fait pire, quoi. Bon, je pense qu'on a, ouais, bah oui, mais bon, du coup, il a vraiment fait pire. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette course. Non, il y a Augusto Fernandez quand même qui a fait une belle course. Attends. Ah bah, je te laisse, vas-y. Ouais, Augusto Fernandez, enfin, chez GazGaz, je pense que ça doit être un petit peu compliqué depuis le début de saison. Et de le voir prendre 5 points là, c'est plutôt cool, quoi. Tu sais que j'avais même pas vu son résultat. Vraiment, enfin, il prend 5 points, c'est pas mal, quoi. Ouais, non, c'est une belle course. Le Augusto Fernandez est loin d'être ridicule depuis ses débuts de saison. Et il fait pas beaucoup de bruit, évidemment, c'est le seul rookie, donc il est pas mis en confrontation, enfin en rivalité avec un d'autres rookie, donc il fait un peu son bonhomme de chemin tout seul, quoi, du coup, et son petit bonhomme de chemin, pardon. Et c'est vrai que il fait un très beau début de saison. Maintenant, faudra voir sur la régulière s'il arrive à tenir le cap et tout ça, mais pour l'instant, rien à dire. Pour un rookie dont le parcours est quand même bien atypique, c'est pas un pilote qui vient du Moto 3 et qui a fait le Moto 2, enfin bon, il a fait le Moto 2 certes, mais c'est un pilote qui est pas arrivé par la filière classique, et franchement, chapeau. Donc on a fait un peu le tour des courses MotoGP. On profite de ta présence, Thomas. On avait des petites questions pour toi, des petites questions des auditeurs. La première, c'est: on peut plus dépasser avec l'aéro? Alors, la question classique, moi, pour avoir interviewé, justement, j'ai eu la chance d'interviewer Gigi Dall'Igna la semaine dernière. Dall'Igna m'a clairement répondu qu'il a fait les stats, lui, de son côté, sur la saison passée, et que par rapport aux saisons précédentes, l'aéro, enfin, en tout cas, ne change rien, et il y a même beaucoup plus de dépassements avec l'aéro qu'il n'y en avait auparavant. Donc, selon ses propres termes, c'est du bullshit. Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit lui-même, voilà, je mets ça entre guillemets, quoi. Donc moi je suis un peu de son avis. C'est vrai que c'est pas forcément parce qu'il y a l'aéro que ça change le spectacle. Mais ça les rend plus compliqués, mais ça. Non, voilà, mais c'est aussi parce que toutes les motos sont de plus en plus serrées. Ouais. En fait, c'est tous les. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a, quand on regarde les essais, on est sur des classements où il y a tous les pilotes en moins d'une seconde ou à une seconde. Enfin, tu vois, donc là maintenant. C'est sûr que dépasser, c'est compliqué parce que tout le monde n'arrive plus à faire la différence. Donc c'est au freinage que ça se joue. C'est voilà. Donc non, je suis pas d'accord avec ça sur l'aéro. Après, que l'aéro change un peu les physionomies des courses, c'est-à-dire que c'est voilà, la gestion des pneus, la gestion de la température du pneu avant. Effectivement, les appuis aérodynamiques changent aussi cet aspect-là. C'est vrai que c'est plus difficile pour un pilote de gérer peut-être une course à proprement parler. Mais les dépassements, à mon avis, c'est pas à l'origine, c'est plutôt que le fait que le MotoGP est très serré. Je voulais avoir ton avis sur un point. J'ai l'impression que, tu vois, quand tu regardes un petit peu les courses il y a une grosse dizaine d'années, on va dire, les dépassements, ils se faisaient beaucoup sur des gros freinages avec des blocs pass, et que ça, c'est des dépassements qu'on voit quasiment plus. Je trouve que les dépassements, ils se font plus au niveau de la courbe et en sortie de courbe. C'est là où en fait Ducati a beaucoup progressé, et j'ai l'impression que les dépassements se font différemment. Ouais, après il y a plusieurs choses. La Ducati, effectivement, elle est connue pour ses accélérations et pour ses vitesses de pointe, mais il y a une grosse force qu'a relevé Espargaro Aleix durant l'hiver, là, c'est le fait que maintenant les Ducati freinent
comme aucune autre moto. La moto ne bouge pas, c'est un rail, et Bagnaia est un expert dans ce domaine parce qu'il freine très très fort. C'est difficile de prendre Bagnaia au freinage. Et c'est ce que disait Espargaro, c'est que maintenant les motos, il faut qu'elles progressent aussi dans ce domaine-là. Et c'est peut-être une notion, un truc à explorer, un domaine à explorer que quelques constructeurs n'ont pas encore fait. Parce que Ducati, eux, ils ont déjà un cran d'avance à ce sujet-là. Donc ça rejoint ce que tu disais. C'est juste que maintenant, là, les Ducati ont tendance à maintenant arriver beaucoup plus fort en virage, à ressortir plus fort. Donc c'est difficile de prendre une Ducati dans ce secteur-là. Sauf si t'as une autre Ducati, il faut la prendre en boule. Voilà, exactement. Donc et que tu pilotes comme Bagnaia, tu vois. Donc voilà. Donc c'est les dépassements sont peut-être effectivement différents, mais c'est parce que les motos évoluent dans des secteurs différents, quoi. Merci pour cette réponse complète. Moi, la question qu'on nous a posée aussi, question de Oscourt sur Twitter. Après, je pense que c'est une question un peu biaisée parce que du coup, tout change avec le nouveau système. Mais lui se posait la question de qui serait en mesure de battre le record de points de Marquez avec ce nouveau système. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à part être Madame Irma, je vois pas trop comment tu peux nous répondre. Bah non, c'est pas possible. Tu peux pas savoir. Effectivement, il y a beaucoup de chances qu'on dépasse les 400 points. Là, au total, cette saison, on peut marquer, si tout le monde gagne, si un pilote gagne toutes les courses, c'est 777 points. Donc, potentiellement, on peut imaginer qu'il y en ait beaucoup qui passent le cap des 375-400 points et que le record soit battu. Mais après, qui? Là, c'est difficile de le dire. C'est pétique. Potentiellement, il peut le faire. Je veux dire, là, on est déjà à combien? On est déjà à combien? 50 points en tête après 2 week-ends. Donc, tu imagines 10 fois ça. Ouais, c'est ça. Vous pouvez me laisser rêver, je dois me faire tatouer maintenant qu'il a fait son podium. Donc... Ouais, on est sur la barre des 500 points est facilement franchissable. Donc, non, là, honnêtement, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, le record sera probablement battu cette année. Il va falloir que Marquez revienne vite pour conserver son record, quoi. Ouais. Je pense que là, pareil, ça va être compliqué aussi, mais bon, peut-être. Du coup, on en a une dernière, mais après, pareil, c'est un peu du Madame Irma, je pense. Pareil, moi, je donnerais mon avis, par contre. Vas-y. On a une dernière question de Thomas. On a une dernière question, Thomas, qui est une question de Pierre, qui officie dans le podcast également, qui se demandait si, à l'avenir, la Dorna a introduit avec la FIM l'interdiction pour un constructeur de fournir plus de 2 teams indépendants. En 2005, qui de la VR46 ou de Grésini va devoir trouver une autre moto, d'après toi? Oula. Question piège. De toute façon, la VR46, en théorie, ils sont censés passer à terme chez Yamaha. Je refuse. Je mets mon veto sur cette théorie. Mais c'est même pas une théorie. Pour moi, ça ressemble la logique même. Si jamais ils veulent toujours être estampillés VR46 est un ambassadeur Yamaha. Bon. Voilà. Après, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà, je sais pas. Mais en théorie, c'est comme ça que ça devrait se profiler. Il devrait y avoir 4 Yamaha. Enfin, la logique voudrait qu'il y ait 4 Yamaha sur la grille et pas 8 Ducati. Et voilà, donc après ça se ferait tout naturellement en fait, tout simplement. Du coup, t'aurais non, t'auras encore 6 Ducati. Oui. Du coup. Oui. Et après, il faudrait faire tu prends 2 gaz supplémentaires, tu prends 2 KTM supplémentaires et puis voilà. J'en sais rien. Et voilà, pour l'instant le règlement est pas fait comme tel, mais si jamais ça devait être fait, c'est comme ça que je le verrais. En tout cas, déjà 2 Yamaha de plus, c'est sûr qu'il le faut pour le championnat. Parce que c'est pour dommage une question de voir d'homogénéité. C'est ça, puis ça fait quand même, je veux dire, les Honda et Yamaha, ils ont quand même fait ce qu'est le championnat aujourd'hui pendant 25 ans, 30 ans, tu vois. Donc, ce serait dommage de les voir partir. On a déjà perdu Suzuki, ce serait dommage de perdre d'autres constructeurs ou d'avoir moins de présence de ces constructeurs-là sur la grille, quoi. Oui, parce qu'au final, dans ce cas-là, tu vas en Italie et tu vas à la course Ducati une fois dans l'année, quoi. Voilà, exactement. On s'appelle la Ducati Week. Ouais. Qui est très fun à regarder en soi, mais bon, c'est bien que ce soit qu'une fois dans l'année, quoi. Exactement. Après, le problème qui va se poser, c'est que tout le monde va vouloir choper une Ducati, quoi. Et là, si tu dis, la VR46, ça part chez Yam, c'est plus la question, je pense, ne va pas se poser au niveau des teams, c'est plutôt les pilotes qui vont vouloir aller se bousculer pour aller chez Ducati. Et donc pourquoi est-ce que Ducati a amené beaucoup de motos? Parce qu'au final, Yam est venu proposer quelque chose à VR46 qu'il l'a pas accepté.
financièrement ou sportivement, mais ça s'est goupillé comme ça. Et après, ce qui va se passer, c'est que les motos Ducati vont être plus chères, et donc je pense que les pilotes vont être obligés de cracher du budget, quoi. Je sais pas. Là, honnêtement, c'est pareil, je sais pas. Ouais. Je pourrais même pas te dire. Voilà. Bon, après, au niveau de l'échiquier MotoGP, moi, si tu veux qu'on parle de Bezzecchi, je pense que la logique voudrait que il aille chez Pramac la saison prochaine. Ouais. Oui. Et que il hérite d'une Ducati officielle. Mais ça va être la bagarre avec Alex Marquez. Hein. Et ensuite. Ouais, mais bon, après, c'est pareil, Alex Marquez, enfin voilà, faut qu'il fasse ses preuves cette saison mais oui, mais après, potentiellement, potentiellement, je ne l'espère pas du tout, mais il y a potentiellement 2 places à pourvoir chez Pramac, hein. Enfin, 2 guidons à prendre chez Pramac. Bah oui, mais bon, tu vois, dans l'idée, pour l'instant, c'est pas acté dans les 2 cas. Je sais. Mais tu vois, Martin pourrait aller chez Yamaha, remplacer Morbidelli, par exemple, selon les rumeurs, les quelques rumeurs qu'il y a eu pendant l'hiver. Et puis, du coup, si Martin part, ça laisse une place pour potentiellement peut-être un Bezzecchi. Et si Zarco n'est plus dans les plans de Pramac, ça n'empêche pas d'hériter d'un guidon chez Gresini, de garder quand même une Ducati et de laisser monter un Marquez si jamais. Mais bon, là, on part dans des des prédictions de Madame Irma. C'est ça, c'est discussion de comptoir, mais bon, voilà, dans l'échiquier, je pense que. Mais du coup, la question, enfin, ça rajoute quand même, en dehors de cette potentielle imagination d'interdiction de constructeurs, mais pour la saison, sur les 8 pilotes Ducati, ça leur rajoute une pression de résultat, parce qu'on sait que ça pousse au portillon et qu'il y a des gens qui vont avoir envie de prendre leur place. Je pense particulièrement à Zarco, qui fait partie des pilotes malheureusement les plus anciens, et qu'il va falloir à un moment donné qu'on va voir partir à un moment donné. Forcément, s'il fait pas de résultat, ils auront moins de mal à s'en séparer que s'il est en tête de classement toute la saison, quoi. Bien sûr, c'est pour ça que Zarco, maintenant, il faut qu'il mette un coup de collier. Mais lui, il en est le premier conscient. Hein. Il sait qu'il faut qu'il gagne, il faut qu'il fasse ses preuves. Là, je joue pas en sa faveur. Bien sûr, il y a plein de paramètres. Voilà, c'est sûr. La chance qu'il potentiellement pourrait avoir entre 2023 et 2024, c'est le fait que dans le plateau Moto 2, à part peut-être un Acosta qui est déjà encore sous contrat avec KTM, est-ce qui pour l'instant intéresserait une usine potentielle. Donc faut voir. Tu vois, un Arbolino peut-être, j'en sais rien, mais tu vois, pour l'instant, c'est pas des noms qui pour l'instant pas fort, on voit quoi. sur la liste MotoGP. Voilà, mais après voilà, t'as des Aldeguer qui l'année dernière apparemment avait déjà intégré des teams MotoGP. T'as des comment ça s'appelle, Lopez aussi. Canet, il peut monter aussi un autre. Oui, bien sûr, il peut monter, mais encore une fois, faut qu'il gagne en Moto 2. Tu vois, c'est un pari aussi à prendre. Tu vois, tu vois. Et après, il y a un Toprak aussi qui tape encore à la porte. Ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que c'est la même rumeur tous les ans. Ouais, mais bon, ce serait un pari, tu vois. Je veux dire, si Yamaha veut faire un pari, ça peut être un pari. Voilà, quoi. Ouais, donc, c'est sûr. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, les garçons, après cet épisode ça va s'avérer être assez long finalement, c'est le moment pour nous de se dire au revoir. Tout d'abord, on se retrouve en tout cas pour ceux qui en pôle pour le débrief du prochain GP qui aura lieu à Austin dès le 13 avril. Et en attendant, Thomas, on te remercie d'être venu parmi nous. Merci. C'était un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité, avec grand plaisir. La prochaine fois, on met une planche. Et pour les... Une planche. Quand on allait à la Binouze. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, je m'en suis. Ouais. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ouais, en attendant, pour les auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur le Twitter de C'est qui en pôle sous le même nom, la page Facebook, le Discord, et vous pouvez retrouver Thomas dans tous les bons débriefs MotoGP français, dans pas mal de magazines dont je vous ferai pas la liste, vous pouvez lire ces très bons articles, et sur tous ces réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, etc., sur le nom d'Offbike, que je vous conseille fortement de suivre, parce que si vous aimez la photo et la technique, c'est là qu'on retrouve des photos bien précises de technique. Donc voilà. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés, et encore merci Thomas d'être venu ce soir. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Merci à tous. À bientôt. Salut.